Bonjour à tous et bienvenue à cet événement hybride du Collège des administrateurs de société où nous vous présenterons dans les prochaines minutes les résultats de la deuxième édition de notre enquête en gouvernance au Québec, portrait et perspectives 2024. Salutations aux nombreuses personnes qui nous suivent actuellement en ligne. Nous avions plus de 500 inscriptions en ligne. Donc, tout de même, de toute évidence, le sujet parle beaucoup. Je suis aussi très, très heureuse de vous retrouver, chers collègues ASC, ici en présence, en chair et en os. Et vous me permettrez aussi de souligner la présence de notre ASC émérite 2023, qui est ici aujourd'hui, Madame Louise Champoux-Payet, que je cherche. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a une vidéo sur les réseaux du collège où vous pouvez voir la récompense qui lui a été décernée. Avant de poursuivre, permettez-moi aussi, on est encore en janvier, de vous souhaiter à tous une magnifique année 2024, bien sûr en santé, mais aussi porteuse de sens, pour que votre contribution respective puisse faire de petites et de grandes différences dans nos organisations. Nous y voici. Donc, réalisé en collaboration avec le Centre universitaire d'expertise en gouvernance de société, notre enquête repose sur des données recueillies à l'automne 23, dont plusieurs d'entre vous avaient certainement répondu auprès de plus de 760 conseils d'administration québécois, couvrant tous les secteurs d'activité et tout type d'organisation. Ce rapport constitue un outil de référence précieux pour les conseils et les comités de gouvernance afin de permettre de faire un étalonnage et d'amorcer ou de poursuivre, souhaitons-le, la réflexion sur les bonnes pratiques en gouvernance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier notre partenaire de longue date, EY, avec qui nous travaillons depuis longtemps. Vous allez probablement reconnaître Michel pour certains d'entre vous, qui est aussi formateur au collège, de nous recevoir dans ces magnifiques bureaux. Et j'inviterai Michel, associé directeur et leader marché pour l'Est du Canada dans le secteur de la certification, à venir vous dire quelques mots. Merci beaucoup Chantal. Et vraiment, je suis très, très content d'être avec vous ce matin. Comme Chantal l'a mentionné, on est partenaire du collège depuis plusieurs années. Je regardais certains d'entre vous parce que je donne de la formation au collège depuis plusieurs années aussi. Je suis aussi étudiant, fait que je suis dans différentes facettes de tout ça. Mais je pense que ça démontre pour EY l'importance qu'on accorde à la gouvernance, à l'importance de faire évoluer cette gouvernance-là. Et merci au collège de faire ce sondage-là pour qu'on puisse avoir une mesure de comment va notre gouvernance au Québec et comment elle s'évolue. Fait que je pense que c'est important. Dans ma minute de réflexion ce matin comme organisation, je pense que chez nous, chez EY, la gouvernance, c'est pas juste un concept, hein, c'est un engagement quant à nous à intégrer la responsabilité d'entreprise dans ce qu'on fait tous les jours, puis chez nous aussi dans notre milieu avec les clients avec lesquels on travaille. Et un des éléments sur lesquels on met l'emphase chez nous, c'est une gouvernance qui passe par un leadership, par empathie. Et ça, c'est important dans le monde aujourd'hui de technologie et autres, de continuer à dire qu'au cœur de la stratégie de nos entreprises, ça passe par les gens et d'avoir une culture axée sur les gens. Et on a fait un sondage que les gens nous ont dit, pas surprenant, mais les employés nous ont dit que l'empathie, pour 91% des gens, il y a de l'importance dans le milieu du travail. Ça promouvoit un meilleur leadership, puis la confiance au sein des équipes. Je pense que c'est un rappel dans ce monde-là de technologie, de nouveauté, de retourner des fois à la base en disant la culture d'entreprise, cette empathie-là pour contribuer tous ensemble à développer un monde meilleur. Je pense que je vous encourage à regarder cet aspect-là dans vos organisations. Fait que sans plus tarder, encore une fois, bienvenue, bonne écoute et je passe la parole à Jean-François. Merci, Michel. Tu peux me laisser le micro? Il est-tu fermé? Faut que ça résonne. Merci beaucoup. Alors, avant de céder la parole à Jean-François, voici comment nous allons procéder. Donc, la présentation va durer environ 40 minutes. Les données et les faits saillants de l'enquête vous seront d'abord présentés et ensuite, nous aurons une période de questions. Alors, je vous présente vraiment avec beaucoup de bonheur notre chef d'orchestre de l'enquête, M. Jean-François Henry, qui est ASC, directeur pédagogique du collège et directeur du Centre universitaire en gouvernance de société. Jean-François est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il est aussi fellow de l'Ordre des comptables professionnels du Québec. Et bien sûr, il enseigne la gouvernance, la comptabilité de management et la stratégie, tant au baccalauréat, à la maîtrise qu'au doctorat, qu'à la certification. Donc, plusieurs d'entre vous l'ont croisé dans les dernières années. Alors, je te laisse la parole, Jean-François. Merci, Chantal.
Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici ce matin pour vous entretenir un petit peu justement des grands faits saillants de l'enquête qu'on a fait et d'y aller peut-être de quelques grands constats justement de la gouvernance au Québec, où on en est dans nos conseils d'administration. Donc, 2024, on s'est dit, on va partir les choses un peu différemment. Donc, je présente une présentation en fait de type Tenet. Donc, Tenet, c'est pour ceux qui auraient vu le film du même nom, c'est un film de 2020. C'est un film où, dans le fond, le temps fonctionne à rebours. Donc, on va fonctionner à rebours ce matin dans le cadre de notre présentation de type Tenet. Alors, en conclusion de tout ça, hein, si vous voulez avoir tous les détails, plus d'informations sur les différents faits saillants qu'on vous a présentés, je vous inviterai à consulter le rapport qui va être en ligne, qui est en ligne justement. Et ce dit rapport, justement, peut-être juste quelques mots sur sa structure générale, si vous voulez le consulter, en fait, il est en 3 grandes parties, en fait. Toute une portion qui va amener, je dirais, toute une série d'informations sur le fonctionnement du conseil d'administration. Donc, si vous cherchez des éléments par rapport à des notions de composition, déroulement des réunions, évaluation du conseil, la culture du conseil, la rémunération. Donc, tout ce qui va toucher le fonctionnement, ça va être un peu dans cette portion-là. On a un deuxième bloc qui est sur, je dirais, les préoccupations du conseil d'administration. Donc, c'est là qu'on trouve nos thèmes vedettes annuels qui vont être en rotation. Donc, cette année, nos thèmes vedettes, c'est l'innovation et la culture organisationnelle. Évidemment, 2 préoccupations assez fondamentales des conseils. Et évidemment, on s'intéresse aux risques. On se souvient que l'année passée, on avait parlé de cybersécurité, d'environnement, de DI. Donc, cette année, on va vers d'autres préoccupations de conseil. Et l'autre portion qui est fort importante aussi, puis un peu tout ça, il y aura des faits saillants dans les prochaines minutes, c'est la notion de performance ou d'efficacité du conseil d'administration. Un élément fort important également. Donc, l'efficacité, oui, mais on parlait aussi de ce qu'on appelle une notion de gouvernance ambidex. On en parlera aussi dans quelques instants. Sachez également, comme outil de référence, que tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, évidemment, c'est macro, mais il y a des détails beaucoup plus micro par secteur d'activité. Si vous voulez vraiment savoir pour les OBNL, les coopératives, secteur public, etc. Donc, ça permet donc de se retrouver plus rapidement. Alors, ceci étant dit, en résumé, il y a 3 grandes questions, en fait, qui nous ont habités ce matin. Dans un premier temps, c'est cette idée de qu'est-ce qui va distinguer un conseil d'administration, je dirais, une gouvernance déficiente d'une bonne gouvernance. Qu'est-ce qui distingue une bonne gouvernance d'une gouvernance efficace? Ça, c'est autre chose. Et surtout, quelle est la grande compétence ou quelle est une des grandes compétences fondamentales derrière ça pour être capable justement de parvenir à une gouvernance dite efficace? Et en fond, les grandes conclusions de tout ça, en fait, une bonne gouvernance, dans un premier temps, vous en doutez bien, c'est la présence, évidemment, de saines pratiques de gouvernance, mais surtout une implantation ou un déploiement complet dans toute sa puissance. Et là, c'est un autre niveau. Et donc, c'est ce focus-là sur une efficacité sur la tâche, la capacité du conseil à bien réaliser la tâche qu'on lui donne. Mais d'une bonne gouvernance à une gouvernance efficace, on va davantage parler d'une notion de cohésion. Donc, cette idée de la posture de l'administrateur, d'une part, de l'administratrice, mais également d'avoir conscience de ces éléments de posture en cours de route. Donc, vous savez bien qu'en cours de réunion, on a comme 2 rôles en même temps. On participe à des discussions, on réfléchit à ce qui est l'objet de la discussion, mais en même temps, il y a une partie de nous qui s'élève au-dessus pour voir comment on tente de se comporter comme groupe. Donc, ça va être notre deuxième élément fondamental. Donc, tâche et cohésion, c'est les 2 grandes dimensions, finalement, de la performance d'un conseil d'administration. Et la grande compétence qui se cache derrière tout ça, c'est cette idée d'ambidextrie. Donc, la capacité d'un conseil à être, je dirais, à gouverner et se gouverner simultanément. Se gouverner comme groupe, mais se gouverner également comme individu à l'intérieur du conseil. Ça, c'est nos grandes idées. Creusons maintenant, si vous le voulez bien, et allons-y donc avec le dernier segment sur justement cette notion de conseil d'administration ambidextre. Quelques instants sur cette grande idée-là, qu'est-ce que c'est si vous êtes moins familier. En fait, l'ambidextrie, quand on parle d'une personne, gaucher-droitier, pour un conseil d'administration, c'est cette grande capacité à arbitrer, réconcilier, harmoniser. Quoi? Ben, des extrêmes, des contraires, ce qu'on va appeler des dualités. Et donc, ça, c'est un travail en continu pour un conseil d'administration parce qu'il n'y a jamais vraiment de position de statu quo. D'une réunion à l'autre,
d'un point à l'autre, du jour à l'autre. Et même à l'intérieur d'un même point, on est toujours en train de rééquilibrer différents éléments qu'on parlera de tâches, mais également de posture. Et c'est ce travail-là qui va nous amener à gouverner et se gouverner. Évidemment, le grand défi, c'est non pas de l'observer, mais de se rendre compte qu'on est en déséquilibre. Et ça, ben, ça s'observe parce qu'il y a quelque chose qui se met à l'écroche. Les réunions vont mal, on perd du temps, c'est improductif, c'est pas efficace, il y a de la tension dans l'air. Donc, il y a toutes sortes de symptômes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en situation d'ambidextrie. Creusons maintenant et regardons comment certaines des dualités, comment nos conseils plutôt vont se comporter par rapport à certaines de ces dualités-là. On en a une quinzaine, mais je mets l'emphase sur ici quelques-uns. Regardons des dualités reliées aux tâches et comment nos conseils d'administration se comportent par rapport à ça. Préoccupation de développement durable, fort important, vous le savez bien. Quand même intéressant de constater que plus du 2 tiers des conseils d'administration vont reconnaître un déséquilibre en faveur des enjeux économiques. Donc, beaucoup moins d'orientation ou insuffisante vers les enjeux environnementaux et sociaux. Dans un contexte où, oui, évidemment, on sait au conseil d'administration qu'on est dans un rôle fiduciaire pour l'organisation, certes, mais également cette idée d'être un gardien des intérêts collectifs également. Et il y a ce rappel, je dirais, au conseil d'administration d'avoir ces préoccupations-là de l'avant encore davantage, parce qu'on le voit, on n'est pas encore tout à fait à un niveau, je dirais, d'équilibre souhaité à ce point-ci. En lien avec ça, autre constat important sur l'importance que les conseils d'administration vont accorder aux différentes parties prenantes en parallèle. De nouveau, on va constater un déséquilibre. Plus de 60% des conseils d'administration vont encore une fois être dans une situation, somme toute, de déséquilibre, avec une emphase, je dirais, beaucoup trop importante vers des parties prenantes primaires. Bon, actionnaires, investisseurs, donateurs principaux, qui sont évidemment des parties prenantes fort importantes, mais cette capacité à réconcilier une vision plus large des autres parties prenantes semble encore avoir un certain défi dans les conseils d'administration québécois à bien justement avoir cette vision élargie de l'ensemble des parties prenantes et des besoins différents qu'il peut y avoir aussi également. C'est un défi pour les conseils parce que les attentes des parties prenantes, vous le savez fort bien, peuvent devenir pas toujours complémentaires, mais à certains moments mutuellement exclusives ou un petit peu opposées ou divergentes. Ça amène des discussions fort intéressantes, vous le savez. Un mot également sur les aspirations au niveau des conseils d'administration québécois. Encore une fois, plus de 50 % je dirais, en déséquilibre quand vient le temps de réconcilier une préoccupation de croissance et de développement de l'organisation versus l'évaluation ou l'appréciation des risques qui s'y rattachent. Donc, les deux extrêmes, en fait, de déséquilibre sont observables d'une certaine façon et sont tout aussi problématiques s'il y a lieu. En phase démesurée sur une croissance sans la gestion des risques qui se rattachent peut amener des sérieux problèmes, vous vous en doutez bien. C'est le cas d'à peu près une trentaine de pourcents, un CA sur 3. Par ailleurs, une emphase trop importante sur une logique de risque exclusivement, avec une prudence même peut-être excessive, peut paralyser également la croissance de l'organisation et ça amène justement à des discussions qui peuvent être problématiques dans les conseils. Donc, ce déséquilibre, on l'observe également dans nos conseils d'administration. Si on regarde un petit peu certains éléments au niveau de la cohésion, on parle souvent, le fameux nose in, fingers out pour un administrateur, administratrice, cette posture-là. Ben, qu'en est-il finalement dans nos conseils? Bien là aussi, on a quand même plus des 2 tiers des conseils qui sont dans une forme de déséquilibre, mais nos deux extrêmes sont aussi visibles, si on veut. Donc ici, on parle de la dualité entre l'engagement d'un côté et le recul par ailleurs, d'avoir cette posture combinée. Donc, trop d'engagement, on le voit dans à peu près un conseil sur 3. Bon, sur 2, mettons. 1 sur 4, d'abord. Mon calcul mental est déficient. Un comptable, ça ne sait pas toujours compter. Bon, je ne devrais pas dire ça chez EY, je m'excuse, Michel. C'est ça, ce n'est pas pris. Donc, une emphase sur l'engagement, en fait, vous le savez, trop importante, c'est le nose in, fingers in, puis c'est toute la patente, donc c'est la microgestion. Par ailleurs, un recul trop important, et on le voit quand même dans une portion quand même significative, c'est une posture un peu de complaisance. Donc, encore une fois, il y a des réflexions à avoir sur certains conseils, sur cette capacité à avoir cette posture en équilibre. Un mot sur les dynamiques d'interaction
Donc, toujours dans une logique de cohésion. Intéressant de constater que, bon, à peu près, encore une fois, 2/3 des conseils vont être en déséquilibre par rapport à la posture d'un côté, le soutien et le support à la direction, tout en étant simultanément, en faisant preuve d'une vigilance, de la vigilance qu'on s'attend du conseil d'administration. Et de nouveau, on le voit, les deux extrêmes sont visibles, sont présents. Quand même intéressant de voir que pratiquement un conseil sur deux va reconnaître être trop orienté à une posture de soutien, de support, de bienveillance, qui est en soi correcte, mais au détriment de la posture de vigilance qui est également nécessaire. Ceci étant dit, l'autre extrême est également visible. Une dérive vers une survigilance, vous le savez, va créer une dynamique de tribunal où finalement la direction va se pointer là dans une posture pas nécessairement d'ouverture et on ne sera pas en mesure finalement d'aller chercher toute la puissance de l'intelligence collective d'un groupe. Donc, de nouveau, on observe ce déséquilibre dans les conseils d'administration. Il y en a toute une série d'autres dualités qui sont exprimées dans le rapport que vous pourrez consulter, mais c'est dans cette idée-là d'un conseil d'administration ambidextre. C'est toutes ces dualités-là, simultanément, qui ont lieu en même temps et qui font partie des zones de vigilance, justement, de l'administrateur et de l'administratrice dans le cadre de ses fonctions. Un mot maintenant sur... Ah, il en reste une, un bonus. C'est une dynamique de réunion. On continue. Là aussi, un déséquilibre quand même notable. Entre d'un côté, la capacité du conseil à générer justement toute la puissance de la variété des points de vue, donc toute la puissance justement de l'intelligence collective, tout en ayant un objectif derrière cette diversité de points de vue-là qui est de mener vers quelque chose qui est un consensus. Donc, de nouveau, on a les deux extrêmes. Trop d'emphase vers la recherche d'un consensus rapide, une pensée groupale qui a des dérives potentielles, on l'observe. Et par ailleurs, on a aussi d'autres conseils dont, justement, le focus est tellement grand vers la variété des points de vue, des perspectives, ce qui est en soi correct, mais non, je dirais, orienté vers quelque chose de précis, qui est donc la recherche d'un consensus ou d'une décision, ce qui fait qu'on s'embourbe. Il y a des discussions stériles qui se créent où on répète les mêmes choses, un peu des difficultés même à un moment donné de climat, de tension, toutes sortes de choses qui peuvent dégénérer par la suite. Donc, prudence à ce niveau-là. On en reparlera tantôt aussi quand on parlera de la culture au conseil d'administration. Donc, un mot maintenant, si vous le voulez, sur des notions justement de cohésion et de posture et la fameuse culture justement de conseil d'administration. La culture, vous le savez, hein, c'est quelque chose d'assez flou au point de départ, mais bien présent et bien réel et bien concret. En fait, on pourrait dire que c'est des manifestations des valeurs, hein, conscientes ou pas, puis de certains comportements ou actions délibérées, non. Il y a plusieurs façons de le capturer. Nous, ce je présente ce matin, c'est plutôt une approche de type très québécoise, soit un flocon. Un flocon de valeurs. C'est-à-dire des continuums de valeurs opposées qui se produisent, si on veut, simultanément et qui permettent un peu de porter un œil sur une culture et essayer un peu de la comprendre et ultimement d'y travailler comme conseil d'administration. Donc, on va avoir une dimension qui est, est-ce que, grosso modo, puis je vais aller rapidement, l'individualité ou la collectivité. Est-ce que votre conseil, c'est une somme d'individus ou un groupe, somme toute, unis qui travaillent ensemble vers des intérêts collectifs ou c'est une somme d'intérêts individuels ou de certaines parties prenantes représentées? Est-ce que votre conseil d'administration, c'est davantage un groupe où on valorise l'ouverture ou c'est plus vers la fermeture? L'ouverture par rapport aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, l'ouverture par rapport à la diversité au conseil, l'ouverture par rapport au renouvellement, donc toutes sortes de choses. Est-ce que votre conseil d'administration est davantage, est-ce qu'il y a un parfum de confiance ou de méfiance? Confiance entre l'administrateur en tout, l'administratrice, confiance entre la direction et les membres, c'est un élément fort important dans une dynamique de culture. Et est-ce que votre conseil d'administration est dans une logique davantage de collaboration ou de confrontation? Collaboration par rapport, est-ce que justement on va toujours au vote ou c'est par consensus? Est-ce que là, il y a un partage de pouvoir où tout est concentré autour du ou de la PCA-PDG? Est-ce que tout se fait dans une dynamique respectueuse? Est-ce que les interventions des membres mettent la direction dans une posture défensive ou dans une posture réflexive? Donc, il y a plusieurs façons d'aller cerner une dynamique de collaboration et de confrontation. Mais en bout de ligne, tout ça se réunit ensemble pour parler donc de collégialité. Est-ce que la culture de votre conseil d'administration a une saveur collégiale, peu ou pas?
Donc, c'est sur cette base que je présente un peu comment semblent se comporter nos conseils d'administration. En fait, vous savez, comme un flocon de neige, en fait, il n'y en a pas deux pareils. Même chose pour une culture. Ceci étant dit, on est quand même en mesure de créer d'observer des grandes tendances ou des grands groupes, si on veut. Ce que je vous présente, c'est 4 de ces groupes-là, si on veut. Donc, 2 cultures à saveur plus fonctionnelle, puis 2 un petit peu plus dysfonctionnelles ou un peu plus problématiques. Donc, ce qui est quand même important ou intéressant de constater dans un premier temps, c'est la présence parmi nos conseils québécois, justement, d'une majorité de cultures, somme toute, fonctionnelles. Donc, un premier groupe, qui est à peu près, le tiers des conseils, on parlait d'une collégialité incarnée. C'est-à-dire que ça fait partie de l'ADN, si on veut, du groupe, d'être justement dans l'ouverture, la collaboration, la confiance, la collectivité. Donc, on est dans les extrêmes, si on veut, du flocon. Un autre tiers, à peu près, voilà, ce qu'on va appeler une collégialité valorisée. Donc, on n'est pas tout à fait au même niveau que dans le groupe précédent. Ça fait partie des préoccupations, ça fait partie des intentions. Il y a beaucoup de comportements favorables, mais il y a encore certaines zones où ce n'est pas encore tout à fait optimal, si on veut. On parle de collégialité, donc valorisée. Mais là, on a un groupe d'organisations où là, vous en doutez bien, puis peut-être même vous en avez vu, où ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on va parler d'un troisième groupe qui va être une collégialité fragilisée. Autrement dit, puis là, on parle d'à peu près un conseil sur 4, quand même, c'est pas rien. Où on est encore, je dirais, dans la bonne zone, du bon côté du spectre, mais faible niveau d'ouverture, peu de collaboration, la confiance est difficile. On valse là, avant de tomber quasiment du côté plus sombre. Et le côté plus sombre, c'est le dernier groupe. C'est la collégialité transgressée. On a fort heureusement un petit pourcentage des conseils qui s'y trouvent, mais c'est ceux justement où ça devient excessivement difficile. Et là, on a traversé finalement de l'autre côté de la frontière. Fermeture, confrontation. C'est très difficile dans ces contextes-là. Et évidemment, il y a tout un travail de fond. Donc, on observe un peu tout ça donc, dans nos conseils d'administration québécois. Ce qui amène donc à d'autres zones de vigilance, dont une qui va toucher la composition du conseil d'administration. Donc, quand on regarde au niveau de la représentation féminine, on est presque à la zone paritaire 40-60, mais on est malheureusement en dessous, à 39 %. Ceci étant dit, ça, c'est une statistique globale. Vous doutez bien qu'il y a des extrêmes. Donc, on a dans le secteur public, secteur OBNL, 50 dans la parité. Où le bas blesse, c'est un petit peu dans le secteur privé et société cotée. C'est un fait connu qui est un peu en continuité. On est davantage 24-32 %. Quand on regarde au niveau de la représentation des minorités visibles ou des groupes historiquement marginalisés, donc minorités visibles, minorités ethnoculturelles, personnes en situation de handicap, autochtones, etc., on parle de 8 % globalement de représentation. Ce qui n'est probablement pas tout à fait dans la représentation justement des possibilités de gens issus de ces groupes qui pourraient être sur les conseils d'administration. Donc, dans les deux cas, l'observation générale, c'est qu'on ne capitalise pas encore tout à fait sur la puissance complète de la diversité dans les conseils d'administration et se privant donc par le fait même de certains angles morts, de certaines perspectives et donc d'une vision plus exhaustive et holistique des situations. Allons-y maintenant sur, ou débutons plutôt, par certaines pratiques et tâches en lien justement avec le conseil d'administration. Et de nouveau, toujours, comment se comportent nos conseils d'administration à cet effet. Allons-y par certains accomplissements dans un premier temps. 4 éléments principaux. On parle de rémunération au conseil. On est rendu globalement à peu près à un niveau de 70 % des conseils qui offrent une forme de rémunération. Donc, cette considération-là des risques qui sont pris, du travail que ça représente, et donc avec la capacité d'attirer et de retenir les gens au profil recherché. Bon, évidemment, le contexte de l'OBNL est un peu différent. On est autour de 13 %. Ce n'est pas le même contexte, les mêmes ressources, mais néanmoins, il y a cette dynamique-là qui se dessine autour de la réalité, donc de la professionnalisation de la gouvernance, qui est donc une expertise qui se rémunère. Donc, 70 % peut-être. Un mot sur la notion de roulement au conseil d'administration. C'est important, cette idée d'avoir un renouvellement au conseil d'administration. On semble globalement se situer, je dirais, dans la zone confortable d'avoir justement un bon équilibre entre
une continuité et des nouvelles visions. Donc, on est à peu près à 30 de nouveaux administrateurs en moyenne sur 2 ans sur les conseils. Et donc, ce qui permet de capitaliser, comme je le disais, sur les avantages d'une vision renouvelée, une vision en lien avec une expertise qu'on est en train de développer, les orientations futures de l'organisation, tout en continuant ou en maintenant une stabilité, une mémoire de conseil et une préservation de la dynamique également qui s'est installée. Donc, pour ça, c'est intéressant. Bon, présent d'indépendance, ça va bien. Plus de 2 tiers des conseils sont des membres indépendants. Ça va rien de trop ajouter à ce niveau-là. Et un mot sur le taux de vacances. Donc, quand même, un travail important qui est fait pour le recrutement des membres au niveau des conseils d'administration, ce qui fait qu'il y a peu de postes vacants, ce qui est donc positif sur l'intérêt démontré et l'emphase justement à maintenir une composition de conseil d'administration qui est optimale et adéquate. Allons-y plutôt sur certaines zones de vigilance. Au niveau des risques, dans un premier temps. Ce qu'on vous présente dans le rapport, en fait, c'est un indice, je dirais, de criticité des risques, entre 0 et 100, 100 étant un risque très, très critique. Évidemment, vous ne serez pas surpris de voir ressortir dans les principaux risques les notions, justement, bon, le principal risque, bon, tout ce qui touche la main-d'œuvre, on s'en doute bien, cybersécurité, les conditions économiques, les conditions de marché. Rien à dire, tout est correct. Où j'aimerais attirer votre attention, c'est plutôt sur certains autres risques qui ne semblent pas générer le même intérêt ou, je dirais, la même vigilance dans nos conseils d'administration et qui vont être en rouge et qui vont surtout se retrouver sous le seuil pratiquement du 50. Un de ceux-là, c'est l'intelligence artificielle. Un indice de 48 à peu près. Considérant ce que ça peut représenter comme innovation, comme condition de marché, comme élément compétitif, on peut se questionner à savoir est-ce qu'on n'est pas déjà même en retard dans certains cas au niveau des préoccupations d'intelligence artificielle. Vous remarquez également l'importance moindre à d'autres types de risques, les chaînes d'approvisionnement, par exemple. Et je reviens de nouveau sur les enjeux environnementaux et sociaux. Ce n'est pas nécessairement les enjeux qui génèrent la vision de risque les plus importantes, mais on comprend bien, ou on ne comprend peut-être pas toujours bien les impacts potentiels à court, moyen, long terme que ça peut représenter pour le conseil d'administration, l'organisation et sa place dans la société, la communauté dans son ensemble. La culture non plus, culture organisationnelle, génère peut-être pas le même intérêt que d'autres risques. Pourtant, quand on voit des histoires à la Hockey Canada et autres organisations et l'importance qu'on accorde à la main-d'œuvre aux gens, les notions de culture peuvent être fort importantes et peuvent amener des enjeux fort importants. Ceci étant dit, la question à ce moment-là, je vous amène à une autre zone de vigilance, c'est la capacité du conseil à bien transposer finalement un risque, un nouveau risque ou une priorité dans les pratiques de gouvernance. Je prends ici l'exemple de l'innovation, qui est un de nos thèmes vedettes cette année, puis un élément fort important d'ailleurs pour la compétitivité des organisations. Mais ça s'applique pour n'importe quelle thématique, n'importe quel risque, cybersécurité, chaîne d'approvisionnement, peu importe. Donc, le constat qu'on fait ici au niveau de l'innovation, peu importe la taille de l'organisation, une grande, une moyenne, une petite, une grande, peu importe, il y a un décalage entre l'importance qu'on accorde au conseil d'administration et l'importance que ce même conseil voudrait bien lui donner. Donc, le conseil ou les conseils n'arrivent pas à donner le niveau d'importance souhaité. Là, vous allez me dire, évidemment, ce n'est pas évident, les réunions sont chargées, il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de préoccupations au conseil d'administration et c'est tout à fait vrai. Ceci étant dit, une préoccupation au conseil d'administration ne vit pas nécessairement par un point à l'ordre du jour. Il y a d'autres façons de les voir revenir dans les pratiques de gouvernance et c'est le point justement sur lequel je vais faire maintenant, sur l'intégration de l'innovation dans les structures de gouvernance, ce qui est donc une façon de faire vivre une priorité, faire vivre un risque au-delà d'une discussion, je dirais, dédiée sur une thématique. Bon, ce qu'on va observer pour l'innovation, en fait, c'est que à peu près 60 des conseils vont quand même, en fait, une intégration adéquate des enjeux d'innovation dans les éléments stratégiques. Le plan stratégique, les objectifs, les orientations, ça, c'est correct. C'est le premier niveau, si on veut. Mais où on va manquer un peu de vitesse,
Puis là, on parle entre 55 et même jusqu'à 80 des CA selon les pratiques. Ça va être dans les autres mécanismes de gouvernance où l'innovation, dans ce cas-ci, va être moins visible. Et là, on va parler de l'intégration de l'innovation dans les notions de risque, ou dans les structures de risque, ou dans les matrices de risque. C'est un élément fort important. C'est une façon de faire vivre la priorité. Pas nécessairement bien développée. Pas nécessairement bien développée dans la structure d'évaluation de performance, KPI, tableau de bord, pour être capable de suivre. Façon quand même de faire vivre une priorité, d'avoir de la mesure. On le sait. Pas nécessairement une préoccupation claire de l'innovation dans les évaluations ou des hauts dirigeants. Et même dans certains cas, dans une structure de rémunération. C'est une façon de faire vivre une priorité. On ne le trouve pas nécessairement beaucoup non plus dans les grilles de compétences, dans les profils recherchés pour les administrateurs. Il y a des gens qui ont des expertises au niveau de l'innovation, et si c'est une priorité, c'est une façon de le faire vivre, par exemple. Pas nécessairement beaucoup non plus dans les intérêts de formation au conseil d'administration, qui est une autre façon de faire vivre une priorité, faire vivre un enjeu. Donc, l'idée, c'est que dans la transposition d'un risque, ici, c'est l'innovation, mais c'est vrai pour la culture organisationnelle, c'est vrai pour d'autres choses, on peut réfléchir comme conseil d'administration à mobiliser nos différents mécanismes pour la faire vivre, cette priorité-là, différemment, et donc pouvoir en parler ou la faire vivre plus couramment. Autre zone de vigilance au niveau de l'évaluation des conseils d'administration. On parlait tantôt d'avoir des pratiques de gouvernance, des saines pratiques, c'est bien, mais de les déployer dans leur pleine puissance, ça, c'est l'autre étape. Donc, premier niveau, on va dire, bon, pratiquement 70 des conseils qui vont faire une évaluation de leur conseil. Parfait. C'est bon. Ceci étant dit, quand on regarde dans les extensions possibles, c'est là qu'on voit que là, on n'a pas tout à fait le même niveau d'intensité dans le déploiement. C'est un conseil sur trois à peu près qui va faire l'évaluation des comités. Comité de deal, comité RH, etc. C'est un sur trois qui va évaluer le ou la PCA, président de conseil également, président de comité. Donc là aussi, il y a des structures dans lesquelles on peut aller plus loin s'il y a lieu. À peu près 40 des conseils qui vont aller sur l'évaluation des membres, l'évaluation individuelle, qui est une autre façon d'aller mobiliser toute la puissance, si on veut, de l'exercice d'évaluation. Qu'on parle d'évaluation par les pairs, évaluation ou l'auto-évaluation, ou même dans certains cas, 10 c'est les deux en même temps, une combinaison des deux. C'est une façon de travailler, c'est une façon justement d'aller chercher le plein potentiel d'une pratique qui est ici celle de l'évaluation du conseil d'administration. Un mot également sur probablement la zone où les conseils d'administration québécois vont dire être le moins efficace ou le moins performant, avec un score de 65 une note, si on veut, une note globale. 65 sur 100, si on veut, c'est sur tout ce qui va toucher le renouvellement ou la planification de la relève des hauts dirigeants, ou la PDG dans ce cas-ci. Quand même une responsabilité fondamentale du conseil d'administration. On voit justement récemment dans l'actualité beaucoup d'enjeux au niveau des histoires avec des PDG, Gildan, Soccer Québec, OpenAI, bon, etc. Donc, il y a cet élément-là de réflexion à avoir en tête de dire, est-ce qu'on est justement prêt à un départ ou est-ce qu'on est prêt s'il fallait mettre fin rapidement? Est-ce qu'on a une structure de relève, une structure donc, qui est prête pour assurer une continuité? Et on semble avoir certains enjeux à ce niveau-là, au niveau de nos conseils d'administration. Donc, en gros, les grands faits saillants de l'étude. Donc, ça, on conclut avec notre ordre du jour, ce qu'on va regarder finalement aujourd'hui. Il y avait trois grandes questions finalement qui nous habitaient. Qu'est-ce qui distingue un conseil, une gouvernance déficiente d'une gouvernance, une bonne gouvernance? Comment on distingue la bonne gouvernance d'une gouvernance efficace? Et quelle est la grande compétence qui est derrière ça? Bien, finalement, les grands constats, une gouvernance efficiente, correct, dans le fond, ça va être au niveau des pratiques. Donc, l'importance d'avoir des bonnes pratiques, bien implantées, avec un plein déploiement. Ce qui permet donc au conseil d'administration de pouvoir réaliser les tâches qu'il a à faire. Quand il était question d'une gouvernance efficace, on ajoute la dimension de la cohésion au conseil d'administration. Donc, la posture des membres. Non seulement d'avoir les bonnes postures au bon moment,
mais surtout d'avoir cette conscience-là au fur et à mesure du déroulement des réunions, notamment de ce qui est en train de se passer. Ça, c'était pour me dire que 30 minutes. Et la grande compétence qui est derrière ça, c'est cette idée d'ambidextrie. Donc, d'être gaucher, droitier en même temps. Cette capacité à bien réconcilier toute une série de dualités simultanément, ce qui nous permet donc de gouverner l'organisation et se gouverner soi-même comme conseil d'administration et comme individu à l'intérieur du conseil d'administration. C'était les grandes lignes, messieurs, dames, de notre étude. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions avant de commencer? On en a quelques-unes, en fait plusieurs à distance, mais je vous donne une priorité. Allez, ici, Nathalie, on va donner le micro pour que les gens à distance puissent entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler du pool de sociétés qui font partie de l'étude, la répartition entre les PME, les sociétés publiques, les OBNL? Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est une représentation assez globale d'un nombre d'organisations. Donc, on a à peu près, c'est 50 qui sont OBNL, secteur public, 50 je dirais, à but lucratif. Donc, de mémoire, on a à peu près, je pense que c'est 10 de sociétés cotées, 15-20 au niveau des sociétés privées et les coopératives. Ceci étant dit, quand je vais présenter, mettons, des mesures globales, c'est des mesures qui ne sont pas influencées par le fait qu'il y a une représentation plus grande, par exemple, d'un groupe ou l'autre. C'est vraiment en fonction, c'est agrégé en fonction justement de l'importance de chacun des secteurs par rapport individuellement. Donc, ce n'est pas teinté par le fait qu'il y ait plus ou moins de ça. Donc, on a un peu de tout, finalement. Merci. En tout et partout, c'est 762 conseils d'administration. Donc, une portée assez large pour avoir certaines confiances sur ce qu'on peut observer. Merci. Peut-être une question à distance, après je vais à vous. Au niveau de la rémunération, qu'est-ce que dit l'enquête? La rémunération, en gros, on parlait tantôt, bon, 70 des conseils qui ont une forme de rémunération. Les mécanismes principaux, vous en doutez bien, c'est les honoraires et les jetons de présence. Quand on regarde en termes de valeur, puis ça, j'avais quelque chose justement là-dessus. Si jamais la question devait venir. Là, justement. Mais j'étais sûr qu'elle viendrait. Il y a tout le temps une question d'argent, ça vient toujours sur le tapis. Elle est venue plus d'une fois. Oui, enfin, c'est ça, je doutais bien. Vous voyez, donc, les petites organisations, donc la moitié des petites organisations vont être, bon, 5 000 et moins. Une moyenne organisation, donc on parle 50 employés, entre 50 et 500. 60 c'est entre 6 et 25 000. Les grandes organisations, le 2/3 à peu près va être aux alentours de entre 11 et 50 000 de type de rémunération, à peu près. C'est assez éclaté, là. Vous comprenez, c'est les pourcentages généraux. Une question ici, on ira ensuite. Merci beaucoup. Donc ça, on vous demandait, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces résultats d'études? Ben, c'était... Pardon? Que les gens étaient droitiers. Oui, je pensais qu'ils étaient gauchers. Non, j'étais un peu surpris, peut-être naïvement, quand je parlais tantôt de l'importance des enjeux économiques versus environnementaux, sociaux. Je pensais à 2024 qu'on aurait eu une balance qui aurait été un peu plus équilibrée. Peut-être un peu naïvement, ceci étant dit. Ça, c'est une chose. L'importance aussi, quand on était sur les déséquilibres, on parlait de ça tantôt, d'avoir à peu près 50 qui étaient plus vers une logique de support versus la vigilance. Je me serais attendu un peu plus de disproportion de l'autre côté, plus de survigilance, puis pas toujours le support ou l'encadrement adéquat qui est donné. C'est peut-être là un peu certaines surprises, si on veut. Il y avait une question ici, M. Gagne. Merci. Le chiffre de 13 pour les OBNL, à vrai dire, me surprend beaucoup. J'imagine que c'est des OBNL qui sont plus des associations, genre Chambre de commerce, Conseil du patronat, ce genre-là, mais pas le communautaire. Je ne crois pas qu'il y ait de la rémunération dans le communautaire, non? Absolument. Cette grande famille-là, en fait, voyez-le comme dans l'ensemble des organismes ou des sociétés qui n'ont pas de capital action. Donc, finalement, il y a toutes ces organisations qui font partie de ce groupe-là. Vous avez raison. Rien de charité, on n'en a pas. Pratiquement pas. Vous avez bien raison.
Une question de Paris, Jean-François. Concernant les risques, est-ce que vous pouvez nous parler de la dynamique des risques, c'est-à-dire ceux qui sont en croissance ou éventuellement ceux qui sont les risques majeurs en 2024? Ben, les risques majeurs, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein, en fait, ce qui est intéressant du constat qu'on a fait tantôt sur les risques sont sortis les plus forts, vous les avez vus, hein, c'était la main-d'œuvre, cybersécurité, situation économique, les conditions de marché. Des risques qui ont, c'est bien normal de les avoir si élevés, c'est des préoccupations qui sont immédiates avec des impacts directs, court terme. Les risques qu'on a vus avec moins d'importance, on a parlé tantôt, environnement, les enjeux sociaux, intelligence artificielle, chaîne d'approvisionnement notamment, conditions géopolitiques. Souvent, c'est des risques qui pourraient être perçus moins directs pour l'organisation, plus indirects et avec des impacts peut-être moins immédiats. Et donc, avec une emphase peut-être moins importante. Fait qu'au niveau de cette évolution-là, dans le fond, l'évolution, si on le compare à l'année passée, les mêmes gros risques sont restés pas mal les mêmes. Là. Ça n'a pas bougé énormément. Peut-être l'importance un peu plus grande sur la situation économique, de par justement ce qu'on observe. Mais pas de grandes évolutions nécessairement. Une chance pour quelqu'un en présentiel? Oui, merci, félicitations pour votre présentation. J'ai trouvé ça tellement intéressant. J'aurais eu 10 questions pour chaque diapo B. Je vais aller en amont un petit peu, si vous me permettez. Une diapo que j'aurais aimé voir, c'est la répartition des compagnies qui font partie ou des organismes qui font partie de l'échantillon, où le président du conseil est aussi le PDG. Là, on arrive avec un sérieux problème de gouvernance où le président du conseil, comme jouant le double rôle, joue contrôle de conseil, contrôle de la compagnie. Ça, c'est la première chose que j'aurais voulu voir. Dans vos indices de criticité, est-ce que je le dis correctement? Vous n'avez pas mentionné l'impact des médias sociaux. Les médias sociaux ont un impact réputationnel. Je travaille justement pour monter des trucs avec des compagnies actuellement, puis j'en reviens pas à ce que je découvre aujourd'hui avec cet aspect-là. Troisième élément, je suis resté très, très surpris qu'il n'y ait pas plus de poids en faveur des éléments sociaux ou ESG. Ça penche beaucoup en faveur des enjeux économiques. Dans toutes les conférences de caisse de retraite, de fonds de pension auxquelles je participe, le facteur ESG, aspects sociaux, est extrêmement, extrêmement important. Je suis aussi très, très surpris de voir qu'il n'y avait pas plus de poids pour les autres parties prenantes. Alors, écoute, j'aimerais voir, c'est ma petite boîte de suggestions pour 2025. Donc, la double présidence, la criticité pour les médias sociaux et l'ESG. Merci. Je vais aller en réponse nette, je vais aller de la fin vers le début. Donc, votre dernière. C'est quoi la dernière, donc? Ah oui, ESG. Comment je dis? Il y a deux choses. Hein. Tu sais, l'ESG, hein, ça peut être un discours, ça peut être une intention, ça peut être une volonté. Le traduire en action, c'est autre chose. Et justement, quand on voit un débalancement, qu'on l'observe, ça veut dire que quand vient le temps de passer à l'action, il y a quelque chose qui peut bloquer. Souvent, les enjeux ESG, tu sais, ESG, des fois, c'est comme un espèce de grand terme qui peut être assez large, là, puis ça rentre tout, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais globalement, tant que ça va dans le sens des intérêts économiques, ça va bien. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de tension. C'est quand vient le temps de renoncer à une dynamique économique en faveur d'une préoccupation environnementale sociale que là, peut-être, le recul peut se faire. Donc, l'importance, elle est là, elle est reconnue, mais ce qu'on voit justement, puis on le voit autant dans les risques que dans les notions d'ambidextrie, c'est quand il est temps de passer à l'action ou quand ça devient un peu plus corsé, ce n'est pas encore peut-être la priorité ou l'élément on n'est peut-être pas prêt à renoncer encore à certaines choses. Risques sociaux, médias sociaux. Ben, c'est un élément qui n'a pas ressorti, ceci étant dit, tant que ça dans ce que les gens ont pu manifester. Souvent, la réputation, c'est une conséquence. Hein. Le risque réputationnel, c'est la conséquence d'une série d'autres choses qui fait en sorte qu'on ne sera pas en mesure de le gérer adéquatement. Mais ça n'a pas sorti comme étant un élément de départ qui était si important. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein. Des risques, il y en a une infinité. Puis, pour ce qui est du PDG, PCA, en fait, c'est 85 des organisations, ou en tout cas des conseils d'administration québécois qui ont cette séparation-là. Donc, il nous reste un 15 de contexte dans lequel on a les deux. Et ça serait intéressant, finalement, de voir aussi comment ça se comporte différemment, ces 15 %-là de conseils qui sont dans cette dynamique-là. Ouais. Merci. Je pense qu'il y avait une autre question, puis après, on prendra une question en ligne. Il me reste combien de temps, Mathieu?
Il n'y en reste plus? OK. Alors, on va faire... Ah, OK. Allez-y. Bonjour. Très belle présentation. Je regarde depuis 13 ans que j'ai fait ma certification. Il y a eu des pas de géants qui ont été faits au niveau de la diversité des conseils d'administration. Je me demandais, avez-vous regardé s'il y avait des corrélations entre le niveau, justement, où c'est plus équilibré au niveau hommes-femmes et ethnicité et tout ça, et les deux éléments de performance qu'on a vus, soit votre flocon ou les équilibres. Donc, est-ce que vous avez détecté des corrélations? Oui, une bonne question. Oui, en fait, justement. Une plus grande diversité au conseil, justement, est associée ou corrélée, justement, avec une plus grande ambidextrie, puis une culture plus favorable, le type 1, type 2 qu'on avait, là. Oui, absolument. Ça va dans cette direction-là. Le flocon ne fond pas. On est au Québec. Je vais aller avec vous, Xavier. Très brillant. Évidemment, l'enquête a été faite au Québec, mais est-ce qu'il existe le même type d'enquête ailleurs au Canada? Si oui, on se compare de quelle façon? En fait, l'intérêt de cette enquête-ci, en fait, elle est double, en fait. Il y a, oui, le portrait québécois, mais surtout le fait qu'il y en a d'autres d'enquêtes qui sont faites, mais la plupart du temps sont canadiens ou américains ou avec des sociétés cotées. Ce qui fait qu'on peut faire un comparable assez bien pour les sociétés cotées, mais quand on a le temps de regarder si ce sont sociétés privées, coopératives, au BNL, secteur public, là, on n'a pas la même étendue et la même possibilité. Ceci étant dit, beaucoup d'autres études qu'on va voir vont travailler avec des données publiques, donc ce qu'on peut trouver dans les rapports annuels notamment. Ce qui fait que ça limite ce qu'on peut aller chercher. Donc, oui, on peut avoir des éléments de composition, de taille, etc. Mais quand vient le temps de creuser un peu plus sur des éléments de culture, des éléments d'ambidextrie, là, on rentre pas mal plus dans la boîte noire du conseil. Et ça, en tout cas, à ma connaissance, je n'en ai pas vu nécessairement. Merci. On a tellement de questions à distance, Jean-François. Là, j'ai un peu perdu le fil, je fais mon possible. Mais celle-ci, est-ce que vous suggérez au collège de prendre connaissance collectivement du portrait au sein du conseil d'administration et de tenir un échange? Avez-vous un outil qui permettrait d'animer ce type de discussion-là au sein de nos conseils d'administration? Je recommence. Suggérez-vous de prendre connaissance collectivement du portrait, donc tout le monde ensemble ou de façon individuelle? Puis, en fait, comment est-ce qu'on a quelque chose qui leur permet? Moi, je peux répondre, mais je vais te laisser répondre. Si jamais tu aimes faire réponse, tu compléteras. Oui, en fait, pour certains des éléments, notamment pour ce qui est le flocon, pour ce qui est la gouvernance ambidex, on a des espèces de grilles d'autodiagnostic qui permettent justement à un conseil d'administration de faire ce genre d'exercice-là de réflexion, de venir positionner ses pratiques. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui vont le faire justement individuellement, puis vont mettre ça ensemble. D'autres vont le faire en discussion. D'autres vont mandater le comité de gouvernance. D'autres vont se faire accompagner pour faire un peu ce genre de démarche-là. Mais l'idée, en fait, c'est de travailler à orienter notre regard vers des éléments que peut-être on ne regarde pas d'habitude. C'est une façon différente de se poser des questions. Donc, oui, on a ce genre d'outils-là qui sont sur le site du collège. Mais j'ajouterais aussi, excellente réponse, mais que, en fait, clairement, ce projet-là, c'est pour permettre au conseil et au comité d'amorcer des discussions. Maintenant, on le sait, l'agenda est chargé. Alors, c'est sûr que l'analyser en grand groupe, c'est une chose, mais vous allez avoir beaucoup d'outils. Donc, oui, l'enquête, qui va avoir plusieurs pages, mais il y a un sommaire dans l'enquête. Il y a une capsule que Jean-François a fait qui dure 6 minutes. Ça, clairement, partagez ça à l'ensemble de vos conseils d'administration pour voir après ça, en fonction du type d'organisation, ça s'insère où comme discussion, parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'arriver demain et de vouloir parler de l'ensemble des sujets dans nos organisations qui ont leur réalité évidemment respective. Il y en aurait encore beaucoup des questions. Je pense que, là, je sors du cadre, je reviens dans le cadre. On va s'arrêter là parce qu'on a l'habitude au collège de respecter nos engagements de temps. J'ai quand même plusieurs questions à distance. On verra comment on peut aborder le tout. Merci d'être venu en présentiel. Il faut sortir, ça prend du courage. Merci Jean-François.
Jean-François est le porteur de ce projet-là. Notre intention, évidemment, c'est qu'il soit périn. Donc, à chaque année, d'être capable aussi d'avoir une comparaison plus efficace. Évidemment, on a un recul maintenant de quelques mois. Donc, ça sera toujours encore plus performant d'année en année. Bien sûr, merci à nouveau à notre partenaire EY de nous avoir accueillis. C'est magnifique chez vous. Nous, on croit beaucoup. Notre raison d'être, tantôt quand Michel a parlé, c'est ça, la raison d'être du collège, c'est de travailler à construire un monde plus responsable par la contribution de chacun d'entre nous. Alors, ce sont des outils qu'on rend disponibles pour que vous puissiez mieux le faire. Vous aurez un petit sondage pour les gens qui étaient en présence, évidemment, pour nous dire ce que vous en pensez, comment on peut s'améliorer. On vous invite à consulter l'étude. Là, elle devrait être rendue parce qu'elle était évidemment sous embargo. Donc, elle est rendue dans vos courriels, l'étude complète. Je l'ai dit tantôt, il y a un petit vidéo de quelques minutes. Donc, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pourrez le prendre, le partager sur Ascension, sur notre site web. Donc, vous pourrez aller voir sur la section Ascension, évidemment, dans votre rapport, dans votre section de l'espace ASC, vous aurez aussi l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui. On espère évidemment que ça va vous aider à réfléchir, à être toujours meilleur et merci infiniment.